Et si la réalité, enfin notre réalité, n'était pas du tout ce qu'on croit? Et si, au fond, on en était les propres créateurs? C'est cette idée, à la fois simple et assez radicale, qu'on va explorer aujourd'hui. C'est la grande question, non? Pourquoi est-ce qu'on souffre? D'où viennent vraiment nos problèmes? Des plus petits tracas du quotidien aux plus grandes épreuves de la vie. Eh bien, la source qu'on analyse aujourd'hui offre une réponse qui risque de surprendre. Et la voilà, cette thèse centrale, tenez-vous bien. Tout le bonheur, tous les problèmes, tout vient de votre esprit. Vous êtes le créateur. C'est direct. Ça veut dire que l'origine de tout ne serait pas une force extérieure, ni les autres, ni les circonstances. Non, tout partirait de notre propre esprit. C'est une affirmation assez audacieuse, on est d'accord. Alors voyons voir comment ça pourrait bien fonctionner. Pour rendre ce concept plus concret, plus facile à saisir, la source utilise une analogie vraiment parlante, celle d'une salle de cinéma. C'est un peu la clé pour tout comprendre en fait. D'accord, plongeons là-dedans. L'esprit comme projecteur, comment ça marche exactement? D'habitude, on pense que le monde est dehors, qu'il existe indépendamment de nous, et que nos sens ne font que le percevoir. Mais là, avec cette analogie, on inverse complètement la vapeur. Pensez-y, quand on est au cinéma, on est complètement captivé par ce qui se passe sur l'écran. L'action semble bien réelle, elle semble se dérouler là, sur la grande toile. On voit des maisons, des gens, des batailles, on y croit. Et pourtant, on sait très bien au fond de nous que tout ça, eh bien, ça vient de la petite boîte au fond de la salle, du projecteur. La source nous dit, notre réalité de tous les jours, c'est pareil. C'est exactement le même principe. Et maintenant, attention, on arrive au moment eureka de cette explication. Pour vraiment piger ce mécanisme de projection, la source prend un exemple tout bête mais tellement révélateur. On va oublier les grands concepts un instant pour se concentrer sur une simple lettre de l'alphabet. Alors, suivons bien ce processus, c'est crucial. Au départ, il y a une base. Un enfant voit des lignes sur un tableau. Pour lui, ça ne veut rien dire, c'est juste un dessin abstrait. Deuxième étape, l'étiquette. Un enseignant montre les lignes et dit « ça s'appelle Z ». Troisième étape, la plus importante, l'imputation. L'esprit de l'enfant enregistre l'info et, en quelque sorte, il colle le nom, le concept Z, sur ces lignes. Et voilà, quatrième étape, l'existence. La lettre Z existe maintenant pour cet enfant. Elle n'a pas été créée sur le tableau, non, elle a été créée par l'esprit. Et c'est ça, le point absolument crucial. Le Z n'a pas d'existence propre depuis le tableau. Il est, et c'est le terme exact, simplement désigné par l'esprit. Sans cet acte mental, ça reste juste des traits de craie, rien de plus. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En fait, c'est à partir de maintenant que ça devient vraiment étrange et que le lien avec nos problèmes du quotidien se dessine. On passe à l'étape suivante, que la source appelle la grande hallucination. Juste après, mais alors une fraction de seconde après que l'esprit ait créé le Z en le nommant, il se passe un truc bizarre. Une sorte d'illusion est projetée en retour. Comme un écho, mais un écho qui déforme la réalité. Et là, le décalage est énorme. D'un côté, ce qui se passe vraiment. Le Z n'est qu'un concept, une étiquette collée par l'esprit sur une base. Et de l'autre, ce qui semble se passer. On a l'impression que le Z est une chose bien réelle, bien solide, qui existe toute seule, là-bas, sur le tableau, indépendamment de nous. On a complètement oublié qu'on vient de le créer. Le mot hallucination peut paraître un peu fort, mais il est utilisé ici de manière très technique. L'hallucination, ce n'est pas de voir quelque chose qui n'existe pas du tout. C'est de voir la chose qui existe, le Z qu'on a désigné, mais de la voir d'une façon qui ne correspond pas à sa vraie nature. On le voit comme indépendant, alors qu'en réalité, il est totalement dépendant de l'esprit. Bon, on a compris le principe pour le Z. Maintenant, appliquons cette même logique à quelque chose de beaucoup plus personnel et intime, notre propre sens du « je ». Parce que oui, ce processus en deux temps, création puis hallucination, c'est exactement, au millimètre près, la façon dont notre sentiment d'avoir un « je » solide et réel se fabrique. L'exemple du Z, ce n'était pas juste un détour, c'était le plan de montage de notre propre identité. Alors comment ça marche pour le « je » ? Le processus est identique. D'abord, il y a une base, c'est notre corps, nos pensées, nos émotions, tout cet ensemble. Ensuite, l'imputation. Notre esprit vient poser l'étiquette « je » sur tout ça. Et paf, quasi instantanément, l'hallucination. On perçoit un vrai je, un moi qui semble exister par lui-même, solide, indépendant, comme un petit pilote aux commandes de la machine. Et la dernière étape, c'est la croyance. On s'accroche à cette hallucination et on y croit à 100%, sans jamais la remettre en question. Et tout ça, ça nous ramène à notre question du tout début. Quel est le rapport avec la souffrance ? Eh bien, comme on va le voir, le lien est direct et implacable. Voilà la conclusion logique de tout ce raisonnement.
D'après la source, c'est notre croyance aveugle en cette hallucination, en ce vrai jeu, qui est la source ultime de tous nos problèmes. C'est parce qu'on croit à ce jeu solide qu'on développe de l'attachement, de la colère, de la jalousie, toutes ces émotions qui viennent pour protéger ou satisfaire ce moi qu'on croit si réel. La source est très claire là-dessus. Cette ignorance est la racine de toutes les illusions. L'ignorance de ce mécanisme, le fait de prendre l'hallucination pour la réalité, c'est le point de départ de toutes nos confusions, et donc de toutes nos souffrances. Ce qui est important de noter, c'est que ce n'est pas présenté comme une simple croyance, un dogme à accepter les yeux fermés. C'est plutôt décrit comme une science intérieure, un peu comme une boîte à outils pour analyser son propre esprit, pour vérifier ses idées par soi-même et développer une véritable sagesse. Et on termine sur cette question qui est peut-être le vrai but de toute cette analyse. Si ce sentiment d'un soi solide, ce jeu auquel on tient tant, n'est qu'une projection, alors qu'en est-il du reste, de nos problèmes, de nos réussites, de nos ennemis, de nos amours? Jusqu'où s'étend le film projeté par notre esprit? C'est une pensée assez vertigineuse qui mérite qu'on s'y arrête un instant.